Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Sylvain Fréville, spécialiste de la variabilité cardiaque. Nous avons abordé le sujet en détail pour en faire le podcast référence sur le sujet. Si vous avez des questions, je n'ai aucun doute que vous trouverez des réponses à vos questions. Bonne écoute. Salut Sylvain, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, écoute, ça va bien. Donc, je voulais faire ce podcast avec toi, suite à ton podcast que tu as fait avec Nico sur Endurance 30, on va bientôt renommer Endurance 60, vu la durée des podcasts à chaque fois, pour parler un peu plus en détail de l'autorégulation de l'entraînement. On entend pas mal de Ouais. choses, notamment avec la VFC. Comme beaucoup, euh, pour te paraphraser un petit peu hors antenne, moi j'ai utilisé pendant un temps des applications et j'étais bien content, entre guillemets, de savoir que j'étais en forme tous les jours. Mais de ce que je comprends, quand tu utilises ce genre d'application, ça ne mesure pas vraiment ta variabilité cardiaque. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, en fait, si tu veux, c'est le problème des applications, c'est que c'est des raccourcis sur un certain nombre de choses. Alors déjà, sur la forme du test et comment le test est effectué. C'est-à-dire que souvent, pour que les gens ils accrochent, on va raccourcir les tests, c'est-à-dire qu'on va faire ça sur 30 secondes. Certaines montres font ça sur 2 minutes et demie ou sur 5 minutes ou sur ces choses-là. Donc forcément, à un moment donné, ça prend un petit peu de temps d'enregistrer, hein, puisque il y a deux choses. C'est première chose, on peut le mesurer soit avec la photoplétismographie, soit à un moment donné, on peut le mesurer avec l'électrocardiogramme, donc un enregistrement électrique euh, du cœur. Et déjà, dans la littérature, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même sur les outils médicaux de photoplétismographie, on a des différences d'enregistrement, de la variabilité cardiaque entre les deux. Donc, on sait que à terme, ce sera peut-être un outil d'avenir, mais qu'aujourd'hui, les mesures sont fausses ou sont inexactes. Et donc, déjà, ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que aujourd'hui, euh, pour être sûr de l'enregistrement, il faut minimum 10 minutes dans deux positions, c'est-à-dire une position couchée, une position debout. Sachant que la position couchée va te mesurer en gros ton état de repos de ton organisme et ta position debout, ton état d'activation. C'est-à-dire que quand tu fais par exemple, je vais prendre un exemple, quand tu fais un effort, tu as besoin que ton corps soit activé. OK? Et donc, en général, tu fais un effort qui est plutôt debout, pas trop couché, d'accord? Et puis, tu peux avoir des différences. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des activations de ton corps qui te dit que ton corps est bien reposé, mais avoir du mal à t'exprimer dans l'effort. C'est-à-dire que ça t'est sûrement déjà arrivé de commencer un effort, de te sentir super dans le dur, super fatigué, de pas réussir à t'exprimer. Et puis, à un moment donné, au milieu de ta séance, tu sais pas pourquoi, ton corps s'accélère, ça va de mieux en mieux, tu as de bonnes sensations. Ça, c'est une activation du corps. Et donc ça, on le mesure sur la position debout. Donc déjà, il y a ces deux positions-là. C'est-à-dire que si tu fais pas ces deux positions-là, tu peux pas avoir ton état de repos et ton état d'activation. La deuxième chose, c'est quand tu fais un enregistrement cardiaque, au départ, ta fréquence cardiaque fluctue et donc il faut à un moment donné qu'elle se stabilise. Pour qu'elle se stabilise, il faut à peu près 1 minute. Donc ça veut dire que déjà, toutes les applications qui te font des mesures sur 30 secondes, ils ont absolument pas pris en compte la stabilisation de la fréquence cardiaque. OK? Et puis, euh, il y a certains types de fatigue avec certains paramètres qui peuvent être dans certaines applications te dire, t'es en forme. Mais alors, pas du tout.
C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple. Si tu as une activation parasympathique, c'est-à-dire qu'on va imaginer que tu es quelqu'un qui fait énormément de volume, qui a une hypertonie, donc en fait qui va avoir sa fréquence cardiaque qui va baisser, et ben, il y a certains indicateurs dans certaines applications, on va dire bah c'est bon, tu es en forme, tu peux y aller, alors que pas du tout. Et c'est là où ça peut être dangereux, c'est-à-dire que pour faciliter la commercialisation de ces outils-là, bah, on fait des raccourcis. C'est-à-dire qu'on prend certains indicateurs, pas beaucoup, qui te permettent d'avoir des infos. Alors souvent, c'est la fréquence cardiaque, tu as un petit peu de variabilité à l'intérieur, tu as certains indicateurs comme le RMSSD, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup cet indicateur-là qui est utilisé, c'est-à-dire que bah, quand il monte, on dit qu'on est en forme, et quand tu descends, on dit que t'es pas en forme. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait, et que en fonction de ton état et de ce que tu as fait à l'entraînement, bah, ça fluctue. Voilà. Alors, tu m'as ouvert plein de portes. Je commence par le test. De ce que j'ai en tête, c'est le TIL test, ce test de 5 minutes et 5 minutes. Euh, et je me posais la question parce que je t'entendais avec Nico. Donc, maintenir la position allongée sans trop bouger, ça, tout le monde y arrive, on va dire. Mais quand Ouais. tu es debout, faut que tu ne bouges pas non plus, c'est ça? Tu peux pas marcher ou faire quelque chose en même temps. Non, 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 parce que en fait, si tu veux, alors déjà dans l'organisation du test, la première chose, c'est que quand tu te lèves, tu dois aller aux toilettes, parce qu'à partir du moment où tu as la vessie pleine, tu as une activation orthosympathique, alors que dans la position poussée, en gros, il faut que tu mesures l'activation du système parasympathique. Donc, si c'est influencé par une vessie pleine, bah, c'est déjà première problématique. Donc, il va falloir essayer de le faire avec une vessie vide, d'accord? Sur la position couchée, bah effectivement, c'est plutôt simple de pas bouger. D'accord? On respire normalement, on essaye de penser à rien, on n'écoute pas de musique, on regarde pas la télé, on regarde pas son portable. Voilà. Donc ça, c'est relativement facile. Effectivement, sur la position debout, à partir du moment où tu te mets debout, à partir du moment où tu fais autre chose, bah, ton activation orthosympathique augmente de façon exponentielle, en fait, quelque part. Donc, effectivement, faut pas que tu marches, faut pas que tu fasses autre chose, faut pas que tu te laves les dents, faut pas que tu t'appuies contre un mur, faut pas que tu lises, faut pas que voilà, que tu fasses autre chose. Et c'est ça qui est quelque part contraignant pour les athlètes. Alors après, si 5 minutes dans la journée, l'athlète trouve que c'est contraignant, bah écoute, j'ai envie de te dire, moi ça me surprend, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, les athlètes sont prêts à faire 4 heures de sport, mais à prendre 5 minutes pour avoir leur état de fatigue. Moi, je suis très surpris qu'à un moment donné, ça leur pose des contraintes. C'est-à-dire que ça leur pose pas de contrainte d'aller s'entraîner sans manger, mais ça leur pose une contrainte de tenir 5 minutes debout sans bouger. Et ce test, ce TIL test, est-ce que tu le fais tous les jours ou tu mets une périodicité pour que justement, comme tu disais, des fois, certains athlètes, 5 minutes debout sans rien faire, ça peut être compliqué. Et j'imagine pour nous autres amateurs qui t'écoutons aujourd'hui, tu vois, se faire 5 minutes, tu dis pas 10 minutes tous les matins. Et est-ce que tu le fais pour la pertinence des résultats et la pertinence de l'utilisation de ces résultats? Tu le fais tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours? C'est quoi le mieux pour toi? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les amateurs, c'est différent que pour les professionnels. Après, quand on est professionnel, qu'on a que ça à faire, le fait de le faire tous les jours te permet d'avoir ton état de fatigue dès le matin. Et donc, après, tu peux ajuster l'ensemble de l'entraînement ou certaines périodes si tu as vraiment t'as des fatigues aiguës. Je pense que pour un amateur, déjà, si tu le fais 2 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Moi, quand je coachais les nageurs que j'avais, on faisait ça une fois le lundi, une fois le samedi, ce qui leur faisait aussi, puisqu'ils avaient samedi, dimanche repos. Et donc, ça me permettait de savoir ben, début de semaine dans quel état ils étaient, fin de semaine dans quel état ils étaient à la fin du cycle d'entraînement. Et puis, du samedi au lundi, ça me permettait aussi de savoir si est-ce qu'ils avaient récupéré dans le week-end ou pas. Et des fois, j'ai eu quelques surprises. Hein. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des tests qui étaient moins bons le lundi matin après la récup que le samedi matin après la séance d'entraînement. Donc, donc ça te permet d'avoir deux choses en fait. Si tu veux, ça te permet d'avoir un état de ton entraînement, de répondre à un certain nombre de questions pour savoir si ce que tu proposes c'est efficace ou pas, savoir si ta récup a été efficace ou pas. Deux, c'est déjà pas mal, si tu veux. Deux, c'est déjà pas mal. Après, ça va dépendre des contraintes de chacun, ça va dépendre des gens, ça va dépendre
Mais ça peut être, on peut imaginer une fois par semaine, toujours au même moment, pour voir comment fluctue ta semaine. On peut imaginer un petit peu plus sur des périodes de stage quand tu vas en altitude ou quand tu travailles sur certains paramètres de chaleur ou de froid, autre chose comme ça. Et mais après, effectivement, les gens, faut pas oublier que les gens, ils ont un travail le matin, que souvent ils se lèvent tôt. Et donc, si effectivement, il faut rajouter encore une contrainte supplémentaire, ça peut être compliqué. Mais je pense que 2 fois dans la semaine, une fois en début de semaine d'entraînement, une fois au milieu, ou alors une fois avant une période de repos, bon, ça peut être intéressant. Je crois que 2 fois, c'est le bon compromis qu'il peut y avoir. Tu parlais tout à l'heure d'un indicateur qui est mesuré justement avec les différentes applications. Mais dans le podcast de Nico, tu parlais de 5 indicateurs différents qu'on mesurait donc avec l'aide d'une ceinture cardiaque et de je sais pas quoi, mais tu vas m'expliquer. C'est quoi ces 5 indicateurs? En fait, il y a plus que 5, enfin, c'est pas 5 indicateurs. Ce que j'ai dû parler avec Nico, je me souviens bien, c'est 5 niveaux de fatigue. Ok, vas-y, bah corrige-moi, il y a pas de Il me souci. semble. Mais alors, sur les indicateurs, si tu veux, il y a différents indicateurs. Si on prend tous les indicateurs, tu as différents paramètres. Donc, tu as les fréquences cardiaques, hein, position couchée debout, tu as les RMSSD, tu as les SDNN qui sont en fait des indicateurs de santé. Après, tu as des niveaux d'énergie dans différentes fréquences, haute fréquence, basse fréquence, très basse fréquence. Et puis après, bah, c'est des calculs avec des rapports, des choses comme ça, des comment dire, des, euh, des intervalles. C'est-à-dire que est-ce que tu sors de l'intervalle, t'es pas dans l'intervalle. Et la littérature sort un certain nombre d'indicateurs qui peut montrer que tu as une suractivation d'un système par rapport à l'autre. L'idée, encore une fois, de ce système-là, c'est d'essayer de vérifier qu'il n'y a pas un système qui prend le pas sur l'autre et qu'on se retrouve avec une suractivation. L'organisme, lui, il aime l'homéostasie, c'est-à-dire il aime l'équilibre. Et donc, à partir du moment où ton corps il est équilibré, il fonctionne correctement. Et donc, c'est plutôt ces paramètres. Alors après, des paramètres, il y en a 20, 30, 40. Si tu veux, il y a beaucoup de paramètres et c'est l'ensemble des paramètres qui vont nous dire que ben, le niveau de fatigue s'améliore ou se détériore. Est-ce qu'on arrive sur une fatigue chronique ou pas? Est-ce qu'on arrive sur une fatigue aiguë ou pas? Et donc, ça prend un peu de temps. Et puis, ça prend d'autant plus de temps qu'il y a aussi la forme de la courbe qui est importante, voir si tu as une dérive cardiaque, si le passage entre la position couchée et la position debout se fait correctement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as ta fréquence cardiaque qui redescend vite après le passage debout. Enfin, tu as plein de petites choses qui font qu'à un moment donné, tu ne trouves pas du tout ça sur les applications. Tu parles de l'équilibre. Est-ce que c'est comme un profil force-vitesse et chaque personne, chaque athlète a son propre équilibre nerveux, on peut dire? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'erreur à faire, c'est de comparer les tests d'une personne à une autre. Parce que chaque personne est différente. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui ont des niveaux d'énergie qui sont énormes. On peut, alors, sur des calculs d'énergie, des fois, tu peux avoir 50 000, 60 000, et puis des gens qui ont 2500, 3000, et on va dire, ah bah ouais, mais ceux qui ont 60 000, ils sont meilleurs que ceux qui ont 3000. Mais pas du tout, en fait. Chaque personne est différente, chaque personne fonctionne différemment, chaque personne a sa façon d'être, a son profil, et donc c'est aussi ça qui est important, c'est déterminer dans un premier temps le niveau de profil de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, ils te font entre 8 et 10 tests, Ouais. des tests non fatigue, pour déterminer un profil global de la personne. Et par rapport à ça, bah, le test de la journée est comparé par rapport à cette profil pour savoir s'il est mieux, moins bien, est-ce qu'il se détériore et tout. Donc, tu as le test du jour par rapport à ton profil, et puis après, tu as l'évolution des tests dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un suivi longitudinal. Et c'est l'erreur ou le raccourci, c'est se dire, bah, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, bah, j'envoie le test et puis je regarde comment ça se passe. Alors, bah, c'est bien, mais si à un moment donné, on n'a que des tests de fatigue, eh ben, on va se retrouver avec un profil de quelqu'un qui est tout le temps fatigué. Donc, on va comparer des tests fatigue à des tests du jour fatigué à un profil de quelqu'un de fatigué. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est vraiment ce suivi, c'est vraiment l'ensemble des tests et la détermination de ce profil au départ qui est super important. Donc pour ça, bah, l'application elle le fait pas non plus.
Donc, je reviens sur le test. Donc, en fait, j'ai une ceinture cardiaque et tu enregistres avec quoi, justement, j'ai envie de dire, la variabilité. En fait, tu as un logiciel qui se connecte à ça? Une Ouais, application, un truc? c'est ça. En fait, tu connectes ta montre à une application hein, qui est généralement gratuite, tu en as plusieurs, et en fait, elle enregistre l'intervalle entre chaque pic cardiaque. D'accord? Donc, elle enregistre sur l'ensemble de ton test. Hein. Donc, tu as 10 minutes, 5 minutes couché, 5 minutes debout. Et puis après, ce test, tu récupères euh, les valeurs de chaque intervalle, hein, qui sont généralement en millisecondes, et tu les mets dans un logiciel qui va te tracer des courbes. Alors, des courbes qui sont dans différents domaines, hein, c'est-à-dire les domaines temporels, domaines fréquentiels, domaines non linéaires. Et par rapport à ça, tu exportes. Alors, c'est des applications mathématiques où tu exportes un certain nombre de données. Et puis, par rapport à ces données, bah, tu détermines tes types de fatigue. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle est dans un type de fatigue ou pas? Est-ce que son test s'est dégradé ou pas? Qu'est-ce qui s'est dégradé? Qu'est-ce qui s'est amélioré, comment fluctue la fréquence cardiaque, comment fluctuent ces paramètres. Voilà. Et en fait, c'est toute la complexité des choses, en fait. Si tu veux, la variabilité cardiaque, elle n'est pas différente de la performance. Hein. La performance, elle est multifactorielle. La variabilité cardiaque, c'est pareil, en fait. Hein. Tout influence cette variabilité cardiaque, comme l'équivalent, c'est que tout influence le niveau de performance. Pareil. Euh, et est-ce qu'il y a, je pose une question un peu qui a rien à voir, mais est-ce qu'il y a des logiciels concurrents pour analyser ces données? Alors, il y a différents logiciels, ouais. Alors, moi, j'utilise Cubios. Après, il y a Nebrocard. Voilà, il y en a sûrement d'autres. Mais en fait, l'idée, si tu veux, c'est vraiment de récupérer les données pour après les analyser, en fait. Donc après, tu peux les récupérer avec différents logiciels. Après, des logiciels d'enregistrement, c'est pareil, il y en a différents. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de récupérer ces données d'intervalles en millisecondes de cette variabilité cardiaque, en fait. Après, souvent, les logiciels qui sont payants, ils te font les analyses automatiques de ta fatigue. Et ça, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est capable de proposer des choses ou d'analyser des types de fatigue sans à un moment donné avoir l'humain qui gère cet aspect-là, en fait. Eh ben là, je te pose une question qui me permet de rebondir là-dessus. Quand tu mesures ta VFC, ton HRV, tu mesures, si je comprends bien, donc l'état de forme, de fatigue de ton système nerveux, Mmh. parasympathique, sympathique. Et dans le podcast avec Nico, tu parles aussi de l'impact un peu psychologique dans la performance, où des fois, tu voyais justement, je caricature, hein, une VFC pas terrible, qui allait dire, ouais, il est fatigué, et malgré tout, une bonne performance. Euh, comment, est-ce que toi, tu aurais une explication à me donner là-dessus? Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça, chez un athlète, ce serait assez corrélé. Tu vois, j'en parlais avec Denis Auguin, quand on parlait des différentes allures. Voilà, tu fais de la natation, donc tu connais bien Denis. Il me disait, j'ai jamais vu un athlète nager trop vite, tu vois. Il disait que si je dis à l'athlète, voilà, c'est telle vitesse qu'on fait aujourd'hui, il savait ce que c'était. Et tu vois, je caricature, il savait s'il était fatigué, pas fatigué. Euh, Est-ce que toi, tu le vois justement sur ces sportifs de haut niveau, cette déconnexion aussi? Je te pose ça parce que et à la mode revient un petit peu cette notion de RPE, de comment tu te sens, de questionnaire de wellness, tout ça justement dans l'autorégulation de l'entraînement. Et est-ce que toi, tu vois vraiment des grosses décorrélations entre sa propre perception et la VFC, ou finalement c'est des exceptions, c'est des corrélations? Alors, il y a quand même des corrélations, hein. C'est-à-dire que si tu te connais bien, hein, enfin, si l'athlète, il a l'habitude d'écouter ses sensations, d'analyser ce qu'il fait, de ressentir ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu sais très bien, enfin, quand tu te lèves le matin, tu sais si tu as bien dormi ou pas, si tu te sens reposé ou pas, si tu as des courbatures ou pas, si dans la tête ça va sur l'aspect psychologique ou pas. Donc, il y a effectivement des liens. Après, euh, ce que je veux dire, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, la performance, elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'une performance, elle se limite pas à l'aspect physiologique, en fait, ni à l'aspect mental. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble. C'est-à-dire que tu as l'aspect mental, tu as l'aspect physio, tu as l'aspect technique. Et puis, à un moment donné, ben, même si on imagine, tu es à 100% de tes moyens, tu as la super forme, mais que tu fais pas les bons réglages sur le plan technique, ben, la performance, elle sera pas là. Et pourtant,
es à 100% de tes moyens. Et d'un autre côté, quelqu'un qui sera à 80-90% de ses moyens, physiques, physiologiques, qui aura pris le bon réglage, qui aura été dans le bon tempo, qui aura peut-être été dans le bon groupe de chasse dans différentes disciplines, eh ben, il va être capable de sortir la bonne perf au bon moment. Et si tu veux, la variabilité cardiaque, elle est pas là pour te dire tu vas faire une perf ou tu vas pas faire une perf. Elle est là surtout pour répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire que est-ce que ton process d'entraînement, ton cycle d'entraînement, ton bloc d'entraînement, il semble amener quelque chose de positif ou pas. Après, deuxième chose, ça permet aussi de vérifier que ce que tu fais à l'entraînement, ça marche ou pas, ou alors que il y a un ensemble de choses autour de toi, et notamment dans l'environnement, qui peut impacter positivement ou négativement ton état de forme. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce qu'il faut à l'entraînement de façon parfaite, d'accord, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit le sportif. Si à un moment donné dans ton environnement ça va pas, c'est-à-dire que je sais pas, tu t'es engueulé avec tes enfants, tu t'es engueulé avec ta femme, que tu viens de te faire virer de ton boulot, etc. Tu peux faire ce que tu veux à l'entraînement. À un moment donné, ça n'ira pas. Ça n'ira pas et ça impactera de façon négative. Donc, si tu veux, t'as pas de, comment dire, t'as pas forcément que des corrélations positives entre la qualité de ton entraînement et la qualité de ta variabilité cardiaque. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. Il faut que tout soit amené à. Maintenant, si par exemple, moi, je peux te dire, j'ai une super variabilité cardiaque, je m'entraîne super bien, je fais tout bien, j'irai pas aux Jeux Olympiques à Paris, là, tu vois. Quoi? Enfin, pas en tant que sportif, en tout cas. Là-dessus, c'est clair. Mais après, c'est pour ça aussi que certains athlètes, arrivés à la compète, on leur dit plus dans quel état ils sont ou pas. Nous, on le mesure quand même parce que c'est important de nous de savoir qu'est-ce qui a fluctué ou pas. Et, euh, et, euh, et, et si tu veux, à un moment donné, la perf, c'est l'athlète qui l'a entre les mains. Donc, d'une journée à une autre, t'es jamais à 100%. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Là, je suis une petite qui fait de la natation, là, qui a eu une période de fatigue un petit peu importante. On a essayé de caler ça avec l'entraîneur. Et sur les derniers tests avant sa compète, son test s'est dégradé, euh, alors que elle était super bien la semaine avant. Bon, la seule explication qui faisait que ça se passait pas bien, c'est que les championnats arrivaient. Et donc à un moment donné, par rapport à ça, on a juste essayé d'anticiper ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire que l'effet de stress peut vider les réserves de glycogène musculaire. Donc on a essayé de recharger un petit peu plus pour compenser ces vides. Cette fille-là, elle a fait qualification au France Élite et elle a fait podium au Championnat de France. Donc voilà. Donc si tu veux, à un moment donné, le stress de la compète a fait que la variabilité cardiaque s'est dégradée. Mais si on lui avait dit, ah mais non, mais ton test il est pas bon, on incluait dans sa partie psychologique le fait que elle était pas en forme et donc elle allait pas y arriver. Tu vois, donc attention, faut être comment dire, prudent par rapport à ça. C'est un bon outil. Moi aujourd'hui, je m'en sers régulièrement. Je trouve que c'est bien, mais faut pas ne voir que par ça. Moi le premier, puis toi je suis sûr le premier aussi. Tu peux avoir des variabilités cardiaques qui sont pas bonnes et puis te faire une belle séance. Voilà, c'est pas grave. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça a tendance à anticiper les problèmes. C'est-à-dire que tu peux arriver à déterminer si l'athlète est en train de tomber malade ou pas. Donc éviter de faire la séance d'intensité qu'il faut pas faire alors que tu vois qu'il est en train de tomber malade, ou de voir qu'à un moment donné il est vraiment au fond du trou. Donc là à ce moment-là tu peux te dire je vais peut-être décaler un petit peu ma séance. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui peuvent te mettre une alerte. Parce que des fois l'athlète il va te dire non mais moi je me sens bien. Alors que sur la variabilité, tu peux voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui se dégradent. Donc, voilà, des fois, ça permet aussi l'échange et la discussion avec l'athlète. À partir de quel moment tu vas réguler l'entraînement de l'athlète? Je te prends un exemple. Tout à l'heure, on parlait d'activation, que des fois, tu démarres un entraînement, puis tu mets du temps vraiment à t'activer, mais l'activation, c'est pas on-off, il y a de la nuance. Je peux plus ou moins m'activer.
Et donc, imaginons, tu fais le test et tu vois que la personne, bah, justement, le matin, a pas d'é- va avoir du mal à s'activer complètement, mais peut peut-être s'activer, je caricature donc tu me corrigeras, mais à 80% au lieu de 100%. Or, la séance qui est prévue, justement, c'est de se donner à 80%. C'est une séance tempo, c'est pas du seuil, c'est pas du neuromusculaire, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, bah écoute, dans ce cas-là, la séance tempo, tu la fais pas parce que tu as 20% d'activation en moins, ton système nerveux orthosympathique est déjà un peu fatigué, et mieux vaut que tu fasses un truc cool. À partir de quel moment, vraiment, je régule? En fait, si tu veux, déjà, il y a première chose. Ce qui est super important, ce que je te disais au début, c'est que il faut avoir un profil du sportif. C'est-à-dire qu'on va baser son test par rapport à son profil. C'est-à-dire que est-ce que ça descend un peu ou est-ce que tous les niveaux d'énergie s'effondrent? Ce qui est déjà pas la même chose. Donc là, il faut bien connaître l'athlète. C'est pour ça qu'un suivi à long terme, c'est plutôt, c'est plutôt ce qu'il faut arriver à faire. Parce qu'à un moment donné, la connaissance de l'athlète, elle est importante. Le deuxième truc, ce qu'il faut savoir, c'est comment impacte que ce soit l'entraînement ou que ce soit la récupération par rapport à l'athlète. C'est-à-dire que chaque athlète fonctionne différemment. Il y en a qui vont avoir une super activation quand ils vont faire du froid ou du chaud, ou qui vont faire du travail respiratoire ou des choses comme ça. Et donc ça, chacun est différent. Donc comme chacun a sa variabilité cardiaque, chacun fonctionne différemment par rapport à l'activation ou à la désactivation des remédiations en termes de récupération. Par rapport au fait de dire bah je fais ou je fais pas, bah on a quand même des niveaux de fatigue plus ou moins importantes qui nous permettent de dire bah là attention, on a vraiment un niveau de fatigue très très élevé. C'est-à-dire que si tu veux, quand tout s'effondre, c'est-à-dire que tu as des niveaux d'énergie qui sont sur le test debout, des niveaux d'énergie qui sont sur le test couché, bah des fois on a des niveaux d'énergie qui s'effondrent complètement, ils se retrouvent à ras le carrelage. Je vais te prendre un exemple sur quelqu'un qui a, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, qui a 60 000 de niveau d'énergie globale. Si à un moment donné il se retrouve avec, je sais pas, 2500, on va se dire ah attention là, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire sa séance, d'accord? Si tu me dis bah voilà bah tu vois il a baissé de 20%, moi j'ai envie de te dire 20%, c'est pas forcément ça qui va faire qu'il faut ne pas faire la séance en fait. C'est souvent des niveaux de fatigue aigus et extrêmes qui arrivent et là on peut commencer à se poser des questions parce qu'à partir du moment où ça commence à devenir important, les niveaux de fatigue, bah là tu sais que tu peux détériorer à un moment donné la santé. Donc c'est plutôt cet aspect-là. Des petites variations de fatigue, c'est pas grave. À un moment donné, c'est aussi ça l'entraînement. L'entraînement, c'est c'est la fatigue, et puis le progrès, bah, c'est la récup de cette fatigue qui va faire que tu vas progresser, tu vois. Mais avant de parler de récup, je voulais parler avec toi également du volume d'entraînement. Tu sais, on parle de. Donc là, on a dit qu'il y avait un profil individuel de variabilité cardiaque. Euh, Est-ce que ça t'aide aussi à déterminer, entre guillemets, le volume d'entraînement que la personne peut supporter? J'ai l'impression que dans beaucoup de sports, il y a notamment des sports collectifs, il y a souvent une généralisation du programme. Tu vois, bah, j'ai écouté un truc hyper intéressant là sur Coup de pelle, le podcast de l'Aviron, où Alexis Besançon était interviewé, et il disait que l'entraîneur anglais, directeur de la performance, Grobler, avait une trame pour tous les athlètes qu'il faisait avant l'année. Il disait voilà, on va faire ça, ça, ça. Et en équipe de France d'aviron, en fait, ils adaptaient au jour le jour en fonction de l'athlète pour personnaliser. Et est-ce que ça te permet de voir des grosses variations de tolérance, de volume d'entraînement entre les athlètes? Alors, déjà, il y a forcément une tolérance de volume des athlètes. Ça va dépendre aussi de ça va dépendre de ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes, hein, aussi. Et enfin, c'est ce qui fait la différence. Ce que je veux faire comme différence, c'est la différence entre le volume et l'intensité. En fait, si tu veux, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut arriver à voir quand même avec ça, c'est de voir comment impacte l'intensité dans l'entraînement des athlètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par expérience avec les élites et les amateurs, euh, généralement les gens s'entraînent avec trop d'intensité. Et dans la tête des personnes, c'est plus je fais d'intensité, plus je progresse. Alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec des entraîneurs qui maîtrisent aussi la variabilité cardiaque, ils sont aperçus que dans leur groupe d'entraînement,
de personnes de même niveau, alors c'était 2 athlètes de niveau mondial quand même, eh ben il y en a qui étaient capables de faire 3 séances d'intensité par semaine, alors qu'il y en a un qui était capable de faire qu'une séance d'intensité. Donc il a fallu que cet athlète-là se blesse, tombe malade, pour se dire ah ben lui c'est pas la peine que je fasse la même chose que l'autre. Et donc du moment où il a réadapté et réindividualisé le nombre de séances d'intensité en fonction de chaque athlète, ben la personne elle s'est plus blessée et les deux ont progressé au même niveau. Donc c'est l'entraînement, c'est quelque chose de global. C'est pas forcément lié au volume. C'est pas parce que tu vas faire plus de volume global que tu seras meilleur. C'est pas parce que tu vas faire plus d'intensité. C'est pas parce que tu vas faire plus de volume et plus d'intensité que tu seras meilleur. C'est comment tu vas t'adapter à ce que tu vas faire. Moi, je suis un petit peu comme toi, tu as reçu Denis Hauguin. Je suis un petit peu dans la même conviction que lui. C'est le fait de trouver la charge utile. C'est ça qui est important. C'est de trouver ce qui va permettre à l'athlète de progresser. Et ça, c'est très, très individuel. Et ça, justement, ça nous permet de savoir quelle réponse a l'athlète par rapport à ce qu'on va lui proposer. Donc, la charge utile, elle est individuelle à chaque athlète. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est toute la complexité du coach. Donc, les programmes 100% pour tout le monde, bah ça me paraît ça me paraît complètement illogique, en fait. Alors, je te pose une question sur ton expérience personnelle. Moi, j'aurais tendance à penser au premier abord que si je peux faire qu'une séance d'intensité par semaine, comparativement à celui qui peut en faire 3, je vais moins progresser. Tu vois, j'ai toujours ce truc en tête, qui est peut-être une erreur, hein, tu vas me corriger, mais me dire, putain, j'en fais qu'une par semaine, et peut-être que, dans ton expérience, tu vas me dire, il y a des athlètes, peut-être qu'une toutes les 2 semaines, tu vois, qui peuvent tolérer. Euh, j'ai envie de te dire que moi, si je prends mon exemple personnel, si je pouvais faire qu'une séance dure par semaine, je sais pas si j'aurais envie de m'entraîner, tu vois. Je me dirais, putain, c'est compliqué. Une seule séance dure, les 5, 6 autres faciles. Je serais un peu dégoûté, toi. Est-ce que tu vois, alors, 2 questions. Euh, Est-ce que si la charge utile à l'athlète est bien individualisée, évidemment, il n'y a pas de réponse, mais est-ce qu'ils vont vraiment progresser autant? Et d'autre part, est-ce que tu as vraiment ces grosses différences de tolérance à l'intensité entre individus, du style une toutes les 2 semaines pour un athlète, et certains peuvent en faire 4 par semaine? On va peut-être pas aller jusque-là quand même. Après, tout dépend du niveau de l'athlète. Mais si tu veux, si tu prends deux niveaux, tu prends des niveaux comparables, on va plutôt dire, tu vois, il y en a il y en a un qui en fait un, l'autre qui en fait deux, ou il y en a un qui en fait deux, l'autre qui en fait trois. C'est plutôt ça. Tu vois. Après, il y a aussi ce que tu as fait avant. C'est-à-dire, si tu t'es entraîné une fois par jour jusqu'en junior, et puis qu'après tu passes 2 fois par jour, ou alors si tu as été à 2 fois par jour dès les minimes et que tu arrives en junior, bah, à un moment donné, tu vas peut-être pouvoir faire plus. Maintenant, j'ai envie de te dire lequel va aller plus vite. Bah, je sais pas. C'est peut-être quel est l'athlète qui a la plus grande marge de progression qui lui reste pour la suite. Tu vois, il y a ça. Après, pour répondre à ta question, euh, moi, je suis tombé dans ce truc-là. C'est-à-dire que quand j'entraînais, je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, bah, on va faire plus d'intensité, donc ça va aller mieux. Sauf que, bah, le jour où j'ai pu mesurer un petit peu ça avec la variabilité cardiaque, je me suis aperçu que chez certains sportifs, le fait d'augmenter l'intensité, alors j'en avais sûrement mis trop, bah, faisait que les niveaux d'énergie de variabilité cardiaque se dégradaient. Et donc, ils se dégradaient, ils se dégradaient, ils se dégradaient jusqu'à ce que les athlètes tombent malades. Donc, comme aujourd'hui, je ne crois plus du tout au hasard, au fait que dire, bah tiens, je suis tombé malade, c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. La blessure et la maladie, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'à un moment donné, le système immunitaire, il est trop faible et donc on est tombé malade. Ou alors, on n'a pas fait le bon mouvement et là, à un moment donné, on s'est blessé. Donc, ça, moi, j'y crois plus une seconde. Et puis, bah, ces gens-là qui ont été malades, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, c'est bizarre parce que leur niveau de performance augmente tout au long de l'année jusqu'à ce qu'on mette plus d'intensité. Et dès qu'on a mis plus d'intensité, le niveau de performance, il a baissé. Alors on a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire après pour voir si c'est effectivement cette problématique. Donc, lorsqu'on a fait, on a enlevé toute l'intensité et on les a fait travailler que à basse intensité jusqu'à la fin de l'année. Et là, à la fin de l'année, aux championnats nationaux, bah, ils ont éclaté tous leurs meilleurs temps.
Donc c'était bien ça en fait. C'est-à-dire que les niveaux d'intensité qu'on avait mis étaient trop élevés. La quantité d'intensité qu'on avait mis était trop élevée. Je dis pas qu'il en faut pas, mais ce qu'on avait mis à l'époque, elle était trop importante. Et je crois qu'à un moment donné, elle est effectivement individuelle, cette capacité à tenir l'intensité. Après, pour revenir sur ce que tu disais, le fait de dire je travaille à basse intensité, mais moi je vais me faire chier parce que bon, c'est chiant, j'ai envie de faire de l'intensité. Moi je suis d'accord, hein, je suis un peu comme toi aussi. Alors la tête des gens, c'est de dire basse intensité, je fais rien. Bah c'est pas je fais rien, parce que si tu es capable d'être efficace et de nager, courir, faire du vélo en restant à basse intensité, normalement, si tu es de plus en plus efficace en étant sur des intensités basses, donc en dessous du premier seuil, eh ben normalement ta vitesse elle doit augmenter. D'accord? Si tu prends par exemple pour un exemple de coureur Kipchoge, quand tu vois les sorties qu'il fait à basse intensité, c'est sûr que si tu regardes ses allures, moi si je fais ses allures, je suis même pas sûr ses allures à basse intensité, je suis même pas sûr que j'arrive à les faire. Tu vois? Mais parce qu'il a un niveau, il a un tel niveau qui lui permet de le faire. Des nageurs de haut niveau, ils vont être capables peut-être de nager une 3, une 4 au 100 mètres. Sur des motricités, ils vont peut-être faire 22 à 25 mouvements par 50 sur des pulses à 130, 140. D'accord? Mais ils sont extrêmement efficaces. Moi, si je fais dans l'eau, à une 5, je suis pas à 25 mouvements déjà. Et je suis pas non plus à 132 pulses. Je serais plutôt à 190, tu vois. C'est pas mal pour ton âge, Il y arrive. 190. Hein? 193 encore. Putain, pas mal. Ouais, ouais. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai je sais pas d'où ça provient ce truc de plus je m'entraîne dur souvent et plus je vais progresser. Et c'est vrai que c'est frustrant. Après, ce qui est peut-être frustrant aussi, tu me diras par rapport à toi, mais c'est que quand tu fais du premier seuil ou en dessous du premier seuil, voilà, si on croit un peu au seuil, mais bref, pour caricaturer l'entraînement, euh, en fait, ça met du temps avant que ta vitesse elle monte. Tu vois, au début, tu as quand même l'impression de rien faire. Moi, j'ai beaucoup de Oui. débutants, donc des gens qui font de la musculation, donc qui sont pas débutants en muscu, qui se mettent au cardio, et je les vois sur le vélo, ils pédalent un peu dans la semoule, ils sont tout de suite à 160, 170 pulsations. Donc tu vois, quand tu dois leur dire, bah écoute, on va essayer de pédaler plus doucement, ils sont à 80 watts ou 70 watts, tu dis, mais ils vont pédaler à combien? 50 watts. Là, ils ont vraiment l'impression de rien faire. Donc c'est très dur à encaisser. Et moi, je le vois pareil, quand je débute un nouveau sport, euh, bah, le premier seuil, avant que l'effort ne soit plus très musculaire, il est tellement bas que j'ai vraiment l'impression de rien faire, quoi. Toi, comment tu le vis, ça, personnellement? Alors, moi, il y a comment je le vis. Bah, moi, je le vis bien parce qu'aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionnait et puis bah, je l'accepte et c'est comme ça. Maintenant, pour les gens que je coach, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est d'essayer de leur donner du travail technique à faire. Tu vois, par exemple, tu pourrais dire, ben, par exemple, tu inspires sur un nombre de foulées, tu expires sur un nombre de foulées, t'inspires par le nez, t'expires par la bouche, enfin, tu vois, des choses comme ça. Sur la natation, ça pourrait être, par exemple, bah, t'essayes à un moment donné de glisser plus loin, de faire moins de mouvements. Ça pourrait être, comment dire, euh, sur vélo, ça veut dire, tu vas essayer de conserver un rythme stable en respirant que par le nez. Enfin, j'essaye, si tu veux, de donner des choses techniques sur la partie basse intensité, parce que sinon, comme tu dis, ils vont vite s'ennuyer. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui peuvent faire ou pas la basse intensité. À un moment donné, il faut que tu trouves. Moi, à l'époque, j'avais des haltéros. Moi, je me suis dit, tiens, c'était une bonne idée de faire de la basse intensité en allant courir. Bon, bah, bonne chance pour faire courir des haltéros. D'accord? Donc, il a fallu que je trouve autre chose, tu vois. Donc là, effectivement, les vélos en salle, c'était nettement mieux. Quand j'aurais proposé les vélos en salle, bah ça leur a moins posé de problème, tu vois. Ils pédalaient, ils discutaient en même temps. Bon, bah voilà, je l'avais, ma basse intensité. Après, sur certains coureurs, euh, euh, courir en étant en dessous du premier seuil, c'est pas possible parce que l'impact musculaire est tellement important que la fréquence cardiaque elle monte et ils sont jamais au premier seuil. Et ben, si les gens ils sont pas capables de courir en étant en dessous du premier seuil, va faire une belle marche de 2 heures. C'est pas mal hein, comme activation à basse intensité, tu vois. Tu vois, et puis tu as des paysages sympas, on est quand même dans un pays où tu as un peu de relief.
Donc ça peut être sympa aussi, tu vois, mais il faut vraiment trouver quelque chose. Si courir, tu peux pas être à basse intensité, mais peut-être va faire du vélo alors. Va faire autre chose. Va nager, si t'aimes nager, que tu as un niveau technique qui te permet de le faire. Enfin, voilà. T'es pas obligé de rester dans ta discipline. Moi, je sais quand je suis vraiment fatigué et que je sens que je suis plus capable de courir en étant à basse intensité, moi, je me fais une belle marche de 2-3 heures et puis bah ça marche plutôt bien. Derrière, souvent, je me sens plutôt bien dans mes séances d'intensité. Alors justement, tu m'ouvres une porte vers la récup. Euh, Comme tu mesures la VFC, tu dois voir ce qui impacte positivement ou négativement la récup. Donc, on a parlé de Ouais. l'intensité qui faisait du mal. Mm. Et j'ai cette sensation qu'à mesure que je prends de l'âge, la récup passive me fait pas vraiment du bien, tu vois, dans le sens où j'ai du mal à redémarrer, tout ça. Euh, Est-ce que toi, c'est des choses que tu remarques justement avec les athlètes de haut niveau, que la récup passive, alors, vu leur volume d'entraînement, peut-être que ça leur fait encore du bien et qu'en plus ils sont jeunes, mais si tu as des personnes plus âgées que tu suis, est-ce que tu vois que la récup passive, finalement, n'aide pas tant que ça à retrouver une bonne variabilité cardiaque, à retrouver des niveaux de forme? Je vais juste corriger un tout petit peu. L'intensité, elle dégrade pas forcément, hein. C'est-à-dire elle peut très bien faire monter tes niveaux d'énergie juste à un certain moment. Et après, ça se dégrade. OK? Donc, c'est-à-dire que l'intensité utile a un intérêt. D'accord? Ouais, ça marche. Trop d'intensité, effectivement, dégrade l'activation, l'activation du système nerveux autonome. OK? Après, sur la récup active, en fait, chaque personne fonctionne différemment. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que des personnes de rien faire, ils récupèrent. D'autres de rien faire, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un minimum d'activation. D'accord? Après, est-ce que tu appelles récup active, c'est est-ce qu'il faut qu'ils aillent marcher derrière la séance, c'était ça? Ouais, Ou pas, tu vois? est-ce qu'ils vont se masser? Est-ce qu'ils vont un peu se mobiliser? Tu vois, faire quelque chose d'actif, en fait. Pas rester dans ton canapé à regarder une série navet et puis se dire, bah voilà, je récupère. Tu vois, car moi, j'ai l'impression que ça me fait pas du tout récupérer, quoi. Ouais, alors, il y a une différence, si tu veux, entre la récup, qui pour moi passive, c'est-à-dire que si tu restes dans ton canapé à regarder une série ou si tu restes dans ton lit, ça c'est de la récup passive. Certains, ça marche bien. D'autres, ça marche pas du tout. D'accord? Après, encore une fois, la récup, elle est multifactorielle. C'est-à-dire que, par exemple, d'aller marcher le soir, bah, ça peut avoir un impact positif sur le sommeil. Ça peut te permettre de mettre en place de la respiration. D'accord? Le stretching, on va parler du stretching, des étirements, est-ce qu'il faut en faire, pas faire? Ouais, peu importe. Mais il y en a chez qui t'en fais, il y a une bonne activation derrière. Il y a une bonne activation parasympathique. Il y a un meilleur sommeil. Donc, j'ai envie de te dire, ce qui te fait du bien à toi, il faut le faire, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la littérature, elle dit ce qu'elle veut, sauf qu'aujourd'hui, on dit, si tu dis, bah tiens, moi, il faut pas faire d'étirement parce que j'ai été courir, je m'étire, ça me fait du bien, j'arrive à faire baisser mes tensions, ça facilite mon sommeil, j'ai envie de te dire, fais-le, fais-le. D'accord? Alors, bien sûr, on peut le vérifier, tu vois, on peut le vérifier. Mais moi, j'avais une athlète, on a mis en place ça, le travail d'étirement, mais je l'avais couplé avec du travail respiratoire. Elle, ça a un impact très, très, très positif sur son sommeil. Et quand elle est vraiment fatiguée, elle le fait et elle dort très, très bien. Et ça se voit tout de suite le lendemain sur ces tests de variabilité cardiaque. Alors après, tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pas les étirements, c'est le sommeil. Bah oui, mais si les étirements sont déclencheurs d'un meilleur sommeil, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, il y a pas de règle, en fait. La règle, elle dépend de la personne, en fait. Il y a des gens qui vont faire des bains froids, ils vont récupérer. Il y a des gens, ils vont faire du bain froid, tu vas avoir une activation orthosympathique. Donc, ceux-là, bah, tu fais pas de bain froid, tu fais autre chose. Il y en a, ils vont te faire du sauna et ils vont te dire, ah, bah, moi, ça me fait récupérer. Ben, si c'est vrai, oui, ok, ça, tu peux le mesurer. Mais la littérature, par exemple, elle dit que le sauna, c'est un activateur orthosympathique. Donc, que ça fait pas récupérer. Mais il y en a, ça fait récupérer. Alors, par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que sur le sommeil, c'est la chute de température qui fait dormir. Donc, on imagine, tu fais un sauna, 1 heure et demie, 2 heures avant de te coucher, ta température corporelle, elle augmente pendant le sauna, et puis, bah, sur la phase entre ton sauna et ton endormissement, ta chute de température arrive, et donc, ça te facilite l'endormissement. Est-ce que c'est le sauna qui te fait l'endormissement ou la chute de température? Tu vois ce que je veux dire? Faut pas, enfin, je veux dire,
attention au raccourci. C'est ça, souvent. Et un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure sur les intensités, sur le RPE, il y a ce que tu as l'impression, d'accord? Et puis, il y a la réalité. Voilà, à voir, à voir. Tu vois, moi, je m'occupe de l'équipe de France de handball sur la variabilité cardiaque. Et puis, on avait une joueuse qui, elle avait besoin de courir après ses matchs pour récupérer. Ce que je peux concevoir. Elle aimait bien ça. Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré avant, après, quel impact ça avait. Et puis, bah, on s'est aperçu que peut-être elle avait une intensité qui était un petit peu supérieure à ce qu'on voulait. Donc, on lui a demandé de courir à une intensité un petit peu plus basse, ce qu'elle a fait. Et là, effectivement, on a vu une vraie différence. Donc, à partir de ce moment-là, elle sait à quelle allure elle doit courir. Et donc, bah là, c'est plutôt positif pour elle. Et il y en a d'autres, tu les fais courir, laisse tomber, hein. Ils vont pas récupérer, hein. D'accord? Mais chaque personne est différente. Donc, à l'image du profil de la personne, il faut aussi arriver à déterminer qu'est-ce qui semblerait être un activateur plus ou moins puissant du système parasympathique et un activateur plus ou moins puissant du système orthosympathique. Donc encore une fois, ça prend un peu de temps. Donc, aujourd'hui, ça, c'est parce que moi, ce que je comprends là de plus en plus, c'est que c'est un vrai boulot en fait d'analyser la VFC. Tu vois, c'était à l'équipe de hand féminine là dont tu parlais. En fait, je sais pas combien il y a d'athlètes, mais imagine il y a 15-20 athlètes, j'imagine Il y en ça. a 20. Il y en a 20, tu vois, donc tu as 20 personnalisés tous les jours à suivre, à qui certaines vont faire des tests, vont dire tiens, moi j'ai fait un bain froid, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait un sauna, qu'est-ce que ça a fait? Donc en fait, ton boulot aujourd'hui, c'est d'analyser tout ça tous les jours. Je le fais pas tous les jours, hein, puisqu'en fait, ce qu'on a fait avec l'équipe de France, c'est en fait la première chose qu'on a fait, on a déterminé le profil de chaque athlète. C'est-à-dire que je les ai suivis sur 8 à 10 tests. Et l'idée, c'était d'identifier, alors toujours sur des périodes non fatigue, d'identifier leur profil à chacune. Une fois qu'on avait déterminé leur profil à chacune, c'était sur les périodes où ils étaient en club et qui faisaient des process de récup. Alors, bain froid, bain chaud, jacuzzi, massage, récup active, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'était de voir quel impact ça avait sur la récupération pour essayer d'identifier et de créer une carte des types de récup qui étaient associés à elle. Donc là, aujourd'hui, on a, pour chaque athlète, on a des process de récup qui marchent plus ou moins bien. Et donc, moi, je propose, en fonction du type de fatigue et en fonction du niveau de fatigue, mais aussi en fonction de l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que bah, si, par exemple, la cryothérapie, ça marche bien pour une athlète, mais il n'y a pas de cryothérapie, bah, on va pas pouvoir en faire. Donc l'idée, c'était aussi de trouver des choses qui étaient facilement utilisables n'importe où. Voilà. Et donc maintenant, bah, en fonction des stages, des matchs où ils sont, des entraînements qu'ils font, et ben, ils m'envoient les tests. Et moi, je regarde quel niveau de fatigue ils sont, à quel niveau. Et par rapport à ça, ben, on essaie de regarder ce qui peut, donc, d'alléger l'entraînement s'il y a besoin, d'activer certaines personnes s'il n'y a pas assez d'activation sur le test debout, euh, de, euh, de mettre en place des process de récup pour d'autres. Voilà. Et je gère ça avec le staff. Comment on active des gens s'ils sont pas assez activés alors qu'ils font une séance, j'imagine en plus dans le hand assez intense? Ouais. Alors, en fait, si tu veux, c'est ce que je te disais au début. Le test couché te permet de déterminer en gros ta quantité d'énergie totale, c'est-à-dire la pile que tu as. T'imagines, tu es une pile, ta pile, elle va être plus ou moins remplie. D'accord? Si tu as beaucoup d'énergie, ta pile, elle va être remplie au maximum. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, tu vas pouvoir utiliser cette énergie dans la journée. Une fois que tu n'as plus d'énergie dans ta pile, bah, tu vas aller te coucher. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Mais il arrive, et c'est pour ça qu'on regarde aussi le test debout, c'est le niveau d'activation. Il arrive que les gens ont beaucoup d'énergie, donc une grosse pile. Par contre, ils sont pas capables d'utiliser leur énergie. Alors imagine, je sais pas, comme image, on pourrait imaginer que tu as une Ferrari, tu as énormément d'essence dans ta Ferrari, par contre, tu n'as qu'un cylindre. Tu vas avoir du mal à utiliser ton énergie, tu vois. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les niveaux d'énergie debout sont hyper faibles. Et donc là, par rapport à ça, on sait que les niveaux d'énergie sont faibles et que pour l'activer, il va falloir essayer de trouver des process
qui permettent à un moment donné de monter le niveau d'énergie debout. Et donc, bah, ça peut être des intensités courtes, du sprint, ça peut être du travail d'activation, style les respirations Wim Hof, tu vois, des choses comme ça, du travail pliométrique, voilà. C'est des efforts courts, très intenses, pour vraiment activer la personne. Tu vois, c'est un petit peu, on imagine, t'imagines, t'es en train de t'échauffer, tu pars faire, je sais pas, toi, tu fais du kayak, tu pars faire du kayak, et ben, tu t'échauffes pas, puis d'un seul coup, tu vas faire un truc à fond. Tu vas dire, oh putain, j'y arrive pas et tout. Et puis, bah, la même séance, tu vas bien t'échauffer, tu vas être progressif, tu vas mettre de l'intensité dedans, tu vois, et là, tu vas dire, ouais, j'ai des bonnes sensations. Bah, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire d'une journée à une autre, il y a une personne qui peut avoir énormément d'activation, c'est-à-dire qu'elle peut pratiquement s'exprimer à haute intensité tout de suite. Et puis, ben, il y a d'autres personnes qui ont pas beaucoup d'énergie sur le debout et il va falloir les activer vraiment de façon importante pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut arriver à adapter l'entraînement ou l'échauffement pour que la personne puisse s'activer un petit peu plus, en fait. Alors, c'est des types de fatigue, hein, c'est ce qu'on appelle une hypotonie orthosympathique sur la position debout, en fait. Et donc, c'est là où, effectivement, quand on reprend des applications où on reprend, je sais pas, des montres ou des trucs comme ça, qui ne font que des tests couchés, eh ben, on n'a pas ces niveaux de fatigue là. Ils sont pas identifiés. Ouais, je vois, c'est comme si tu es dans une journée et en fait, tu te réveilles jamais vraiment. Tu vois, des fois, en tout cas, moi, ça peut Ça, m'arriver. Si tu t'actives pas ouais, dès le matin, bah, en fait, t'es mou toute la journée, quoi. c'est ça, exactement. T'es dans le gaz toute la journée, en fait. Exactement, c'est tout Alors que à fait ça. alors que ta pile est remplie et en fait, si tu t'actives, bah, c'est bon. Ta pile, elle va s'activer, quoi. C'est ça. Des fois, tu te réveilles le matin, tu dis, ouais, j'ai bien dormi, je me sens reposé, ça m'a fait du bien. Et par contre, t'as pas de patate, t'as pas de jus, t'arrives pas à t'exprimer, tu vois. Ben, c'est exactement ça. Donc là, tu sais qu'à ce moment-là, il faut vraiment que tu t'actives, tu fasses du travail de sprint court, des choses comme ça, alors qui n'impacte pas trop, hein. Parce que c'est sûr que si tu fais du travail AVMA, ben, à un moment donné, ça va vraiment t'impacter. Mais vraiment des choses très, très activatrices, en fait. Tu disais que tu avais bossé avec l'équipe d'haltérophilie aussi? Tu étais Ouais, haltérophile à la alors, base? non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, 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 mais parce que je me suis intéressé, comme je suis préparateur physique aussi, je me suis intéressé à la préparation physique et dans ma formation, j'ai été m'entraîner avec le pôle espoir d'haltéro à Dijon. Mes filles ont fait de l'haltéro, donc ça m'a permis de les suivre et puis de voir un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient et tout. Et dans le cadre de ma formation à l'époque, j'avais proposé au pôle d'haltéro de les suivre avec la variabilité cardiaque pour voir un petit peu bah, comment ça fluctuait. Et donc c'était intéressant parce que dans ce qu'on avait appris, on avait appris qu'il fallait pas comparer les profils les uns par rapport aux autres. Et on pourrait dire entre guillemets que par exemple euh, ben, les sprinteurs ou les gens explosifs vont plutôt avoir une activation orthosympathique, donc un profil plutôt orthosympathique, et puis les sportifs d'endurance plutôt un profil parasympathique, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Ça dépend vraiment des personnes. Et puis c'est là où effectivement dans l'haltéro c'est très sauna. On fait beaucoup de sauna pour récupérer. Et et en fait, si tu veux, il y a certains, ça marche très très bien, et puis d'autres, ça marche pas du tout. Tu vois. Alors, on a essayé des bains chauds, on a essayé des bains froids, on a essayé du sauna, et puis bah pour des activations parasympathiques. Au départ, j'avais essayé de leur dire qu'il fallait aller courir. Bon, bah j'ai vite vu que ce ne serait pas possible. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Donc, il y avait des vélos dans la salle, donc on a utilisé des vélos. Voilà. Et est-ce qu'il y a une évolution de son profil avec l'âge? Tu vois, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec l'âge, on est de moins en moins explosif. Donc, bien sûr, il y a des causes physiologiques, les fibres, tout ça. Mais est-ce que à force de pas s'activer d'un point de vue ortho, de vraiment s'activer à fond, est-ce que tu perds cette capacité à t'activer? Moi, je pense pas. Par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'avec l'âge, tu perds de la variabilité cardiaque, hein. C'est-à-dire, plus tu vieillis, moins tu as de variabilité cardiaque. La littérature, elle dit moins 3% par année. Oh, Tu c'est perds énorme! moins 3% par année. Alors après, tout dépend si tu commences à 60 000 ou si tu commences à 2000. Et à partir de quel âge Mais alors? À c'est partir de 25 ans? à, à partir de ta naissance, en fait. Ah Là où merde! tu as la plus grosse variabilité cardiaque, c'est quand tu nais.
et au fur et à mesure, bah, tu le perds. Et quand tu n'as plus de variabilité cardiaque, bah, tu n'existes plus, tu vois. Donc, alors après, cette variabilité cardiaque, elle peut augmenter aussi en fonction de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si tu as un mode de vie qui est plutôt sain, elle va plutôt s'améliorer. Si tu as un entraînement qui est cohérent, elle va plutôt s'améliorer. Si par exemple tu fumes, tu bois, tu dors pas, et ben ça va dégrader, t'es malade, ça va dégrader ta variabilité cardiaque. Donc il y a quand même des choses pour la faire fluctuer, mais quelqu'un qui va s'entraîner bien, il va quand même avoir avec l'âge une perte de variabilité cardiaque. Par contre, ta capacité à t'activer, elle est plus liée à l'entraînement que tu vas faire plutôt que plutôt qu'à l'âge. En fait, si tu fais que de la basse intensité, bah tu vas avoir du mal à t'activer. Si tu fais que de la haute intensité, dès que ça va durer, tu vas avoir du mal à durer dans le temps. Tu vois, encore une fois, la variabilité cardiaque, c'est vraiment un équilibre entre ce que tu es capable de mettre en place dans l'intensité et ce que tu es capable de mettre en place dans le volume. Bah, ça me paraît super. J'arrive au bout de mes questions, Sylvain, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des sujets autour de ça qu'on n'a pas abordés, qu'on aurait dû aborder? Euh, bah, si tu veux, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dedans, parce que c'est toujours, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est à partir de quand on peut commencer à faire de la variabilité cardiaque. Quand on va être champion? Tu vois? Ouais, alors c'est quoi, 6 ans, 18 ans, 35 ans, tu vois? Et pour reprendre ce qu'on échangeait il y a quelques temps avec des collègues là-dessus, c'est en fait, il y a l'utilisation de la variabilité cardiaque, à mon sens, elle a plusieurs rôles. Un des rôles qui pourrait être intéressant, c'est de faire passer la phase d'adolescence aux enfants. C'est une phase un petit peu délicate sur le plan de la santé, sur le plan des volumes, sur le plan des blessures, parce qu'ils grandissent vite, à des niveaux différents. Les os grandissent avant que les structures tendineuses et osseuses et musculaires. Et donc, ils sont vite fatigués. Donc des fois, ça permettrait d'ajuster ça. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que c'est hyper éducatif. C'est-à-dire que ça peut te permettre de faire comprendre à l'athlète, peu importe le niveau, ce qu'il fait, ça, c'est bon ou c'est pas bon. Parce que et ça à tous les âges. Parce que comprendre qu'à un moment donné, bah, certains ont besoin de bouger le week-end pour récupérer, que d'autres peut-être non, que un manque de sommeil, ça a un impact négatif ou pas, que le fait de faire la fête et de boire un peu d'alcool, ça a un impact sur le sommeil, le fait que euh, le fait de mal manger peut avoir un impact aussi sur la variabilité cardiaque, ça peut être intéressant. Tu vois. Et je pense que ça, moi, aujourd'hui, dans tous les suivis que j'ai, que ce soit les plus jeunes ou les gens plus âgés, c'est vraiment ça, en fait, qui découvrent. C'est, en fait, ils apprennent sur eux. Ils apprennent sur ce qui marche sur eux, contrairement à ce qu'ils ont pu lire, ce qu'ils ont pu entendre, ce qu'ils ont pu écouter, ce qu'ils ont pu échanger, en fait. C'est-à-dire que le corps, il est plutôt bien fait et surtout, il est individuel. Et donc, il réagit différemment d'une personne à une autre. Et donc, je trouve que le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer ça, bah, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que moi, je fais pratiquement jamais de variabilité cardiaque sur moi. Quand j'en ai fait, pour voir quel impact ça a, mais effectivement, il existe d'autres marqueurs, d'autres choses qui peuvent t'aider. Et moi, je sais que sur moi, j'arrive à bien savoir comment ça fonctionne. Je l'utilise quelquefois. Quand je suis des fois un petit peu dans le trou, j'ai beaucoup de boulot partout, à droite, à gauche. Je sais que je suis un peu fatigué. Bon, là, je me dis, tiens, quand même que tu regardes où t'en es, ce que tu fais, toi, et voir si ce que je mets en place, ça marche ou pas. Comment tu peux... Parce que là, on comprend qu'il faut une tonne de connaissances, tu as fait des formations, ça fait longtemps que tu es dedans, mais imaginons un amateur qui nous écoute, il dit, ah bah moi j'aimerais bien voir justement comment je réagis pour mieux individualiser mon entraînement. Euh, Comment il fait? Tu vois, il peut prendre ses mesures, il les met dans une appli, mais après il faut quelqu'un pour analyser. Est-ce que tu proposes des Là, suivis ou est-ce qu'il y a des gens qui proposent des suivis? ouais. Comment ça marche? Alors il y a deux choses. Il y a deux choses. Première chose, c'est effectivement, moi je propose des suivis, c'est-à-dire que les gens qui ont envie d'être suivis. Alors après, on se met d'accord sur combien de fois, comment, ce qu'on fait et tout. Et moi, je les aiguille sur des process de récup, parce que dans l'idée premier, c'est d'essayer que moi je propose quelque chose euh, qui ne touche pas à l'entraînement.
Tu vois, j'optimise la récupération autour de l'entraînement. Parce que souvent, ils ont un coach qui gère cet aspect-là. L'idée, c'est ça. Tu vois, si vraiment, effectivement, on va vraiment loin et puis que les niveaux de fatigue sont très, très élevés, ben là, à un moment donné, effectivement, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui semblerait le mieux pour la personne. Ça, c'est plutôt la première chose. La deuxième chose, je propose aussi des formations là-dessus, des formations individuelles avec la personne que j'accompagne, une sorte de masterclass si tu veux. C'est des formations en un par un qu'on peut faire à distance. Et puis voilà, je leur explique comment ça fonctionne, comment ça marche et tout. Et l'idée, c'est de les accompagner, c'est surtout pas de les laisser tout seuls. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Après, effectivement, tu remplaceras jamais l'expérience, mais que ce soit d'un entraîneur ou que ce soit quelqu'un qui maîtrise la variabilité cardiaque depuis des années. Voilà, c'est ça. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Toi qui coach depuis des années, ben à un moment donné, ton niveau aujourd'hui, il n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Il est peut-être pas le même qu'il y a 20 ans. Mais c'est aussi ça. Et j'essaye à un moment donné sur tous les gens que j'ai formés, de garder un groupe de créer un groupe d'échange autour de ça. Et quand chacun a des problématiques, bah, on échange par rapport à ça, on essaie de trouver des solutions et d'optimiser tout ça, tu vois. Et puis, bah, il y a toujours des nouveautés qui arrivent, des nouveaux papiers, des choses qui nous interrogent, des gens qui ont essayé d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que l'entraînement, il s'arrête jamais, en fait. Et donc, la variabilité cardiaque, les process qu'il y a autour, elles sont illimitées aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux, les kinés ont un impact, les ostéos ont un impact, la médecine chinoise a un impact, la nutrition, le sommeil, l'entraînement, l'intensité. On peut imaginer, je sais pas, autre chose, la préparation mentale. Voilà, il y a pas de limite aujourd'hui. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque athlète est particulier et donc fonctionne différemment. Même si les études disent que la globalité des, des gens, enfin la globalité des process, par exemple de froid, sont des activateurs parasympathiques, oui, mais chez certains athlètes, ça fonctionne à l'opposé. Donc il faut prendre le temps d'analyser, de parler, d'échanger, d'expliquer et de trouver les bonnes choses pour les bonnes personnes. Encore une fois, on en revient à la charge utile. Charge utile à l'entraînement, charge utile en récupération. C'est quoi la question à laquelle tu voudrais trouver des réponses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une question en particulier? Euh, ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, s'il y avait qu'une seule question, il y a une seule problématique, une seule question que tu te poses, ce serait laquelle? Euh, Si tu veux, tu peux me donner ta réponse à 9h, il n'y a pas de souci. bah, alors là, ouais, je ferais peut-être ça. Ouais. Une question que je me pose aujourd'hui. Ouais. Alors, déjà, je m'en pose pas une, je m'en pose plein. Ouais, mais juste une, t'as le droit à une. J'ai le droit à une. T'as le droit à une. Euh, je vais reprendre quelque chose que Laurent Schmitt disait, hein, puisque c'est quand même le référent aujourd'hui de la variabilité cardiaque, hein, puisque c'est lui qui m'a formé et avec qui je discutais notamment hier. Et donc je lui rends hommage par rapport à ça et ce qu'il nous a apporté. Bah, je dirais ce que lui a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelle raison, dans le process de médecine, on n'a pas de formation sur la variabilité cardiaque, sachant que moi, je suis démarché par des chirurgiens pour analyser des données de la variabilité cardiaque qu'ils ont et qui aujourd'hui n'ont pas le temps ou ne peuvent pas analyser. Voilà. C'est voilà, c'est des choses comme ça. Si tu veux, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on est cloisonné dans des choses. C'est-à-dire Bien que les sûr. préparateurs physiques sont préparateurs physiques, les médecins sont médecins, les kinés sont kinés. Mais à un moment, je pense que chacun peut apporter à tout le monde, en fait. Et j'ai beaucoup de mal avec ce cloisonnement. Tu vois, je suis expert de ça, alors je fais que ça. Je, ça m'interroge. Tu vois, voilà, c'est cette fermeture un peu
ce cloisonnement avec les gens qui m'agace un peu, on va dire. Là, comme les chirurgiens, entre guillemets, certains viennent te chercher, il y a une ouverture quand même qui se fait. Oui, bien sûr, mais je pense que tout le monde faut pas généraliser, hein, tout le monde est pas comme ça, mais il y en a qui s'ouvrent, mais tu vois, des fois, ben voilà, t'es médecin, alors t'es médecin, c'est du haut niveau, tu vois, t'es entré en national, attends, toi, tu sais. À un moment donné, je pense que tu as à apprendre de tout le monde, mais même d'un débutant, en fait. Un débutant, il va te poser une question et tu vas dire, ah, tiens, ça pourrait être intéressant, effectivement, peut-être utiliser différemment, tu vois. Oui, il y en a des comme ça, mais il y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver facilement, Sylvain? Tu as un site qui est à ton nom? Ouais, j'ai un site qui a mon nom, c'est Sylvain-Fréville. Ça, c'est mon site. .fr.com? Alors, ça doit être .fr, je crois. Je sais plus, ou Bon, .com. Mais si tu mets dans Google Sylvain-Fréville, tu vas tomber dessus tout de suite. Il est plutôt pas mal est-ce que tu es actif référencé. sur les réseaux? Alors, un tout petit peu, je mets un petit peu mes résultats ou ce que je fais sur Instagram. Donc, c'est SF21700. Voilà. Sur Facebook, on me retrouve un peu. Voilà. Sinon, ça doit être tout, je crois. Et puis Sinon, on oui, te retrouve. Vas-y. Sinon, on a développé avec un collègue informaticien une plateforme d'analyse. Alors la plateforme, elle est pas toute automatique, hein. C'est-à-dire que le but, il est pas de dire tu rentres ton test et hop, ça y est, on te dit tout ce qu'il faut faire. Non. La plateforme, elle est juste là pour me faire gagner du temps. C'est-à-dire, on prend l'enregistrement, on le met dans la plateforme et ça trace tous les graphes et tout, ça se fait tout seul. Après, par contre, faut l'analyser. C'est-à-dire que le fait de déterminer si c'est une fatigue ou pas, quel type de fatigue, quel type de remédiation il faut, quel type de fatigue il faut, ça c'est la personne qui peut le faire. Alors que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Mais elle est juste là pour me faire gagner du temps, pour avoir juste à rentrer dedans et puis toutes les valeurs qui se mettent et tout. Et après, il y a plus qu'à analyser en fait. Voilà. Donc c'est HRV Concept. Ok. Bah, de toute façon, on se voit normalement dans 10 jours à Nevers. C'est ça. Donc, où tu vas intervenir sur Paris, la VFC, j'imagine? Ouais, j'interviens sur la variabilité cardiaque. Voilà, exactement. Donc le samedi et dimanche. Ouais, c'est ça. Ouais, samedi et dimanche. Et puis, je suis co-animateur aussi de certains webinaires qui se font et tout. Et puis, bon, moi, je pose toujours plein de questions, donc j'ai toujours plein d'interrogations. Donc, je te poserai plein de questions à toi déjà. Et puis à tous ceux qui sont là-bas. Ouais, moi, j'ai hâte d'y être et je suis content d'y aller. Ouais. Voilà, donc s'il y en a que ça intéresse, nous serons à l'Elite Training Symposium à Nevers, 27 et 28 avril. Donc n'hésitez pas à taper ça sur Internet. Et puis il y a encore quelques places, je crois. D'ailleurs, Ouais. je sais pas si tu as eu un code. Est-ce que tu veux nous partager ton code pour avoir une réduction? Alors là, j'ai pas de code. Ah, t'as pas de Il code? y a Bon, un code? je donne Non. le mien alors. Il y a un code à Alors, 20%. C'est SP20. voilà. Alors, SP20. Voilà. SP20 et ça donne 20, je crois que ça donne 20%, je suis pas sûr. Mais ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. Donc voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez Ouais, pas. venez vraiment parce qu'il il y a du beau monde et c'est vraiment, ça va être un moment d'échange intense. Donc, vous allez arriver avec plein de questions. Vous allez repartir avec encore Alors, plus de plus de questions. questions, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est intéressant. Et bah super. Et en tout cas, merci Sylvain de ton temps. J'ai eu toutes mes Dit. réponses. Et donc, au plaisir de se voir dans 10 jours et d'en rediscuter face à face. Ça marche. Salut à tous. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.